Bienvenue sur Gabon 24 pour ce numéro ici, l'Afrique. Au sommaire ce jour, le rêve de l'Union africaine de se doter des marchés communs à l'image de ce qui se fait certainement en Europe, la crise anglophone et les questions qui s'invitent au débat après l'arrestation et l'incarcération des séparatistes camerounais. Et nous terminerons par le Kenya marqué ces derniers jours par la prestation de serment de l'opposant Raila Odinga qui s'est autoproclamé président du peuple. Pour en parler, je reçois Alain-Georges Banasoubek, correspondant du journal Mutation au Gabon, et Michel Ndongesso, diplômé en philosophie morale et politique. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. On commence tout de suite par la Commission de l'Union africaine qui vient de lancer le premier projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il s'agit du marché unique africain du transport aérien. Il poursuit le but d'améliorer la connectivité aérienne, de faciliter le commerce et le tourisme, de créer des emplois et de veiller à ce que l'industrie joue un rôle plus important dans l'économie mondiale et contribue à l'agenda 2063 de l'UEA. Dans sa mise en œuvre, ce projet stimulera les investissements transfrontaliers dans les industries de production et de services aériens, y compris le tourisme, qui vont permettre la création, tenez-vous bien, de 300 000 emplois directs supplémentaires et de 2 millions d'emplois indirects, ce qui va contribuer à l'intégration et à la croissance socio-économique du continent. Bonne nouvelle, suivez plutôt ce reportage. La réforme sur l'autofinancement se définit à travers le prélèvement d'une taxe de 0,2% sur les importations éligibles et la création d'une zone de libre-échange. Il est donc question, durant les échanges, de travailler à la mise en œuvre de cette réforme qui va permettre à l'Union africaine de sortir de la dépendance économique et du déficit budgétaire longtemps décrié. Le président guinéen Alpha Condé appelle les dirigeants non encore alignés sur la question à faire preuve de solidarité pour doter l'organisation d'une certaine autonomie. Un hommage lui a été rendu, mais aussi saluer l'engouement et l'esprit réformateur de Paul Kagame. Outre la question économique, la problématique liée à la sécurité, à l'organisation de l'institution et à l'immigration seront abordées. Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies ne sont pas la solution de toutes les situations de crise. Nous avons besoin de différentes missions dans différents contextes, dont des opérations de maintien de la paix et des opérations antiterrorisme. Le partenariat avec l'Union africaine et les autres organisations sous-régionales nous offre cette possibilité. Le 30e sommet se referme ce lundi alors que le prochain est prévu pour le mois de juillet à Nouakchott, en Mauritanie. Tout de suite, on lance le débat sur ce plateau. Alain-Georges Banasoubek, quel accueil avez-vous réservé à ce projet dès son annonce à Addis Abeba? L'annonce, de manière générale, a été accueillie. Dans ma posture de modeste analyste, je dois dire que c'est une avancée significative dans les défis et les enjeux de l'Union africaine aujourd'hui. Mais ce que je dois dire, c'est que ça reste encore un projet. Il faudra attendre que le projet soit implémenté, il faudra attendre que les mécanismes soient mis en œuvre pour vraiment impulser ce secteur du transport aérien qui, pour le dire, est aux mains des grandes compagnies occidentales qui contrôlent 80% du marché africain. Et le sort réservé aux compagnies aériennes africaines aujourd'hui n'est que de 3% sur le plan mondial. Pourtant, nous savons tous que l'Afrique est, il faut le dire, a un nombre important d'habitants, donc de potentiels passagers. Et c'est un marché qui, de manière générale, est aux mains des Occidentaux et dont les Africains ont visiblement du mal à s'en approprier. Donc, c'est une prise de conscience qui commence. C'est une prise de conscience qui commence, mais il faudrait maintenant que, comme j'ai dit, que les mécanismes soient mis véritablement en place et pour qu'on assiste à ce qu'on peut appeler la vision, cette nouvelle vision de l'intégration. Vous avez dit tout à l'heure que c'est un projet qui doit impulser un certain nombre de projets d'investissement et qui doit booster la croissance parce que à l'horizon, on prévoit 2063, on prévoit plus de 300 000 emplois directs, 2 millions d'emplois indirects. Oui. Ça veut dire qu'il y a le potentiel. Mais je reste un peu sur ma faim parce que jusque-là, nous n'avons que 23 États qui souscrivent à ce projet. Mais où sont les autres? L'Afrique, c'est 55 États. Les 22 autres devraient absolument s'aligner. C'est vrai que les 23, on en est autour de 670 millions
à peu près d'habitants. Peut-être souligner aussi que la prise de conscience ne peut pas être immédiate pour la cinquantaine d'États qui composent donc l'Union africaine. Enfin, l'Afrique parle d'une même voix sur des questions qui doivent conforter son indépendance économique et son développement. Michel Ndonguesso, quel accueil avez-vous réservé à ce sommet? Est-ce qu'il suffit de penser un marché commun pour y arriver? Écoutez, l'une des questions décisives, effectivement, qui consacre l'intégration sous-régionale, c'est le marché commun, autrement dit, la libre circulation des biens, la dotation d'un potentiel commercial plus efficient. Mais il y a que la question du marché commun a des préalables. Vous savez, on en parle au moment où nous n'avons pas encore tranché avec la question de l'autofinancement de l'Union africaine. Ça pose un problème. On en parle au moment où les entités sous-régionales des différentes régions africaines, vous avez par exemple le cas de la CEMAC, ne sont pas encore constituées. On en parle au moment où il s'oppose dans la plupart des États africains. Le collègue soulevait tout à l'heure qu'un nombre important d'États n'a pas encore adhéré officiellement à ce projet, mais c'est parce que vous voyez, il y a la question de la constitution endogène de nos politiques. Nos marchés intérieurs sont encore très frileux, très faibles. Et donc, moi je pense que le projet doit plutôt se convertir en processus. Il faut savoir par quelle étape nous commençons. Nous avons la mauvaise habitude, et je vais vous le dire, de mettre la charrue avant les bœufs. C'est ça le mal. Ce n'est pas non plus mauvais de commencer une réflexion, quitte à l'affiner, et puis effectivement travailler à ce que l'atteinte des objectifs soit une réalité. Oui, mais la réflexion doit être réaliste. Je soulevais une problématique que vous ne devez pas éviter. Vous pensez que ce n'est pas un projet réaliste? De l'autofinancement. Oui. Non, je pense que dans les conditions actuelles, avec la cartographie éparpillée économiquement et politiquement du continent africain, ce n'est pas un projet faisable. Et le collègue, permettez-moi de me référer encore à lui, soulignait effectivement le pourcentage très faible. Vous parliez d'à peu près 3%, n'est-ce pas, de la participation des compagnies aériennes africaines dans le marché mondial, c'est encore insignifiant. Et de là à penser qu'on puisse se doter des marchés communs en la matière, je reste très sceptique. Alors, cette question s'inscrit dans une approche globale. Quelqu'un l'a dit ici, des projets de l'UE dans son agenda 2063. N'oublions pas que l'organisation a besoin des moyens pour atteindre ses objectifs. Pour s'autofinancer, l'Union africaine demande donc à chacun de ses États de taxer à 0,2% un certain nombre de produits importés. C'est osé, ça, non? C'est osé, c'est une bonne initiative, mais le problème maintenant, vous savez, de manière générale en Afrique, on traîne toujours les pieds. Je ne sais pas, est-ce que c'est, on va dire quoi, c'est pas une fatalité? Qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours un retard à l'allumage. Tout à l'heure, le confrère disait que on gagnerait d'abord à solidifier et à rendre plus efficientes déjà nos organisations sous-régionales. Où est le projet SMAC? Qui est, pour ainsi dire, un projet né mort. Et aujourd'hui, l'Union africaine, il a dit, a un sérieux problème d'autofinancement. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'Union européenne et les États européens qui financent encore à plus de 50%. À plus de 50% le budget de l'Union africaine. C'est incroyable. C'est paradoxal que les pays africains, quelques-uns, je crois, 5 pays, contribuent à hauteur de 45 millions de dollars. D'où la réflexion pour un budget de 250 D'où la réflexion qui a été menée à partir d'Addis Abeba, Michel. Voilà. Donc, les 0,2%, oui, c'est une initiative qui me paraît tout à fait louable. Si tous les pays africains veulent véritablement, maintenant, qu'ils veulent que cette affaire-là marche, c'est une décision qui peut s'appliquer. C'est une question de volonté politique. C'est vrai que ça va émaner maintenant de la volonté interne des États, hein, de la volonté politique des États. Mais je pense que pour les 23 États qui ont déjà souscrit, il est possible de le faire. Ça ne va pas aggraver le budget de ces pays respectifs-là. Oui. Sur le plan économique, ce ne sera pas, à mon avis, un goulot d'étranglement du point de vue de la politique budgétaire. C'est tout à fait faisable. Mais malheureusement, et vraiment on peut le dire, l'Union africaine traîne encore les pieds à se rendre une institution crédible, comme étant institution porte-parole de l'Afrique. Et là, je pense que sur le plan institutionnel, il faudrait que l'Union africaine soit déjà véritablement, et qu'on dit qu'on se refait à l'Union africaine, comme on se refait à l'Union européenne, par exemple. Oui, je vais vous reprendre la parole pour plutôt insister sur cette taxe qui va être prélevée sur les produits importés. Alors, on s'achemine donc vers la renonciation de nos engagements vis-à-vis de nos partenaires, notamment européens. On peut le penser? Nous n'avons pas de choix que de faire des déclarations de cette nature. D'ailleurs, moi, je vais tout de suite relever que le pourcentage me paraît assez faible, au vu, n'est-ce pas, de la faible
participation, de la faible adhésion que nous avons constatée autour, n'est-ce pas, de la question, il n'y a que 23 adhérents au projet. Et donc, nous gagnerons peut-être à relever le pourcentage à prélever et nous gagnerons certainement aussi à renverser la courbe, n'est-ce pas, de nos relations avec nos partenaires. Vous en parlez, c'est votre question. Mais l'Afrique qui veut se doter d'un espace communautaire fort ne peut pas se définir comme une Afrique qui importe la plupart de ses produits. Il faut renverser le mécanisme. Il faudrait que l'Afrique pense à exporter. Et ce n'est que lorsque nous exporterons davantage, n'est-ce pas, que nous aurons de plus en plus de moyens pour financer, pour outiller nos institutions. Ce n'est pas encore le cas, M. Ismaël. Nous sommes encore loin de cette réalité. Et l'autre problème, je vais le souligner une fois de plus, c'est que l'Afrique, pour emprunter l'expression du philosophe Gérard Meuret, c'est qu'il y a des institutions qui se sont établies sur la loi, sous le modèle du bricolage institutionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? On copie ce que on les autres va y arriver sur ailleurs. ces similarités justement institutionnelles pour parler encore de cette question des taxes à imposer sur les produits importés. Alors, Alain-Georges Bana-Soubek, quid des accords de partenariat économique entre l'Afrique et l'Union européenne? Qu'est-ce qu'on doit faire lorsque ce marché, par exemple, va se mettre en place? Est-ce qu'il faut le mettre entre parenthèses, il faut carrément tout annuler? Non, mais je pense qu'il faut qu'on renégocie tous ces accords. Parce que si effectivement on estime qu'on doit prélever 0,2, ça veut dire que ça doit se faire d'accord parti avec les pays européens. Et maintenant, vous savez que les APE, comme on les appelle, ne concernent pas tous les États. Il y a des États qui ont signé des accords de partenariat avec l'Union européenne. Il y en a qui n'ont pas jusque-là souscrit. Alors donc, même pour ces pays qui ont souscrit et qui ont adhéré, à mon avis, à ce grand projet fédérateur et promoteur de l'Afrique, tous ces pays devraient revoir ces accords avec les partenaires européens. Et comment comprendre justement, il y a quelqu'un qui le disait à l'instant, je crois que c'est Michel Noësso, puis tout est calqué sur le modèle européen, l'UIA, c'est un parlement panafricain, une commission de l'Union africaine, un conseil de sécurité, le pays de sécurité à l'image de l'Union européenne. Comment interprétez-vous ces similarités institutionnelles? Non, en tant que philosophe, je vous dirais qu'il y a encore une crise identitaire en Afrique. C'est le manque de personnalité politique qui se reflète, n'est-ce pas, dans ces emprunts qui sont d'ordre culturel, économique et politique. Mais vous voyez, parlons-en de la renégociation. Mais l'Afrique n'est pas dans une posture de négocier. Dans la négociation, il arrive un temps où vous pouvez imposer à votre partenaire. L'Afrique n'a rien à imposer à l'Union européenne, puisque l'Afrique reçoit de l'Union européenne pratiquement la plupart des substances qui la font vivre. Donc c'est une crise identitaire qui s'impacte malheureusement. Oui, mais comment sortir de cette crise identitaire? Mais comment sortir de cette crise identitaire? Trop d'influence de l'Union européenne sur l'Union africaine pour ne parler que ces similarités institutionnelles. Oui, mais pour que les Africains retrouvent leur dignité et leur identité, c'est d'abord la fierté. Il faudrait qu'on réaffirme notre fierté, notre attachement à nos valeurs. Il faudrait aussi, hélas, le défi économique. Il faudrait qu'on montre une certaine autonomie, une certaine organisation et surtout une certaine volonté de transformer nos économies, que nos économies ne soient plus des économies de rente. Parce que jusque-là, vous savez bien, et c'est un chef d'État africain qui disait que l'Afrique produit ce qu'elle ne consomme pas et elle consomme ce qu'elle ne produit pas. Ça veut tout dire. Donc, nous avons des économies extraverties, nous avons des économies basées sur la vente des matières premières, des économies de rente. Pour peu qu'il y ait des fluctuations sur le marché, une petite crise avec, par exemple, la baisse des coûts, immédiatement, ça impacte sur... Nous ressentons les contre-coups ici. Justement, nous allons parler de l'économie, on passe à la politique tout de suite. Et avec le Cameroun, le ministre camerounais en charge de la communication et porte-parole du gouvernement, Issa Tiroma Bakari, a affirmé cette semaine qu'un groupe de 47 terroristes activistes de la sécession des régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun se trouve depuis lundi dernier entre les mains de la justice camerounaise, devant laquelle ils répondront de leurs crimes, citant nommément le président autoproclamé d'Ambazoni, Ayuk Tabé, qui fait partie de ces hommes arrêtés le 5 janvier dernier dans la capitale nigériane, Abuja, et qui viennent ainsi d'être extradés. Il s'est félicité du caractère excellent de la coopération multiforme qu'entretiennent les deux voisins, notamment au plan sécuritaire. Suivez ce reportage. Un groupe de 47 terroristes détenus au Nigeria depuis le 5 janvier a été extradé lundi à Yaoundé. Début janvier, le leader des indépendantistes camerounais, Sisikou Ayuk Tabé, et 9 de ses partisans avaient été arrêtés au Nigeria, où ils étaient depuis détenus au secret, selon leur avocat et l'ONG Amnesty International. Des 47 terroristes, au nombre desquels M. Ayuk Tabé se trouve depuis quelques heures entre les mains
de la justice camerounaise, devant laquelle ils répondront de leurs crimes. Dans le même temps, le président Paul Biya et les autorités camerounaises ont accru la pression sécuritaire dans les régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest. Le gouvernement camerounais saisit cette occasion pour se féliciter du caractère excellent de la coopération multiforme qu'entretiennent le Nigeria et le Cameroun, notamment au plan sécuritaire. Mi-janvier, Amnesty International s'était inquiété du sort des séparatistes détenus au Nigeria, estimant qu'ils pourraient être menacés de torture et s'exposer à un procès équitable s'ils étaient extradés du Nigeria. Le Cameroun se prépare à des élections présidentielles en fin 2018. La profonde crise sociopolitique que Yaoundé traverse dans ces régions anglophones pourrait être décisive pour ce scrutin. L'extradition du Nigeria vers le Cameroun de 47 séparatistes anglophones camerounais, dont le président du mouvement Sisiku Ayuko Tabé, marque une victoire pour le président Paul Biya et pourrait être un tournant dans la profonde crise sociopolitique qui secoue la région anglophone du pays. Alors question, qu'est-ce qui peut favoriser l'extradition des séparatistes camerounais? Pourtant, il n'existe pas une convention dans ce sens entre le Nigeria et le Cameroun, selon maître Emmanuel Pensi, que j'ai lu quelque part, un spécialiste du droit camerounais. Votre réaction? Mais en fait, la question anglophone, on ne va pas refaire l'histoire. On peut peut-être faire un détour pour que les uns et les autres comprennent exactement de quoi ils retournent. Alors, en fait, aujourd'hui, cet état virtuel, cet état fantôme d'Abanzoni, est aujourd'hui, il faut le dire, le socle à partir duquel les anglophones veulent s'affirmer en tant qu'État autonome. Et ils veulent, pour ainsi donc, s'affranchir de la tutelle du pays Cameroun, pour lequel ils estiment qu'ils ont été depuis longtemps marginalisés. Alors, c'est un legs colonial, c'est peut-être honteux de se réclamer de cet héritage de la colonisation, mais c'est l'histoire. Il en va ainsi. Donc, il n'y a pas d'accord formel entre les deux États. Ça, il faut le dire. Il n'y a pas d'accord formel, mais c'est simplement les mécanismes de la coopération qui ont été, pour ainsi dire, mis en œuvre, qui ont été activés pour que l'État nigérien, parce qu'au départ, il y a eu, il faut le dire, des réticences de la part du Nigeria. Parce qu'il faut le dire, et je crois que les responsables du ACR l'ont dit, parmi ces leaders, il y en a qui ont l'asile, qui ont obtenu formellement l'asile. Donc, ils sont des réfugiés politiques. Et il y a une convention internationale en la matière. Donc, on ne sait pas ce qui s'est véritablement passé à la dernière minute pour que tous ces leaders, aujourd'hui on emploie plutôt le terme rapatriement et non extradition. Voilà. Bon, c'est peut-être un jeu de mots, mais ce que je voulais dire, c'est que tout cela aura du mal à faire revenir aujourd'hui la sérénité dans ces deux régions. Parce qu'il faut le dire, l'arrestation de ces leaders va exacerber la crise. Au moment où je vous parle, la situation est très tendue du côté de la capitale du Nord-Ouest, c'est-à-dire Bamenda, où toute la nuit, des armes ont crépité, des échanges de coups de feu nourris entre les forces de l'ordre et les sécessionnistes. C'est-à-dire qu'on a brisé le thermomètre et non baissé la fièvre. Ça, c'est le cas de le dire. Voilà. Donc, nous sommes dans une situation aujourd'hui de guerre civile où les anglophones se sont pratiquement constitués en une sorte d'intifada pour aujourd'hui attaquer tous les symboles de l'État. Et il y a quelques jours, il y a encore 6 gendarmes qui ont été tués. Et au total, on a une quarantaine de soldats. Oui. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer, selon vous, Michel Ndonguesso, maintenant que si l'on considère que le chef de l'Ambazonie, ce projet de pays des séparatistes, vient de tomber? Qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Quelles sont les suites à réserver à cette extradition ou rapatriement? Oui, un des acteurs, effectivement, de la revendication sécessionniste peut tomber, mais je ne pense pas que sa chute règle le problème. Et je rectifierai votre expression d'antan, vous parlez tantôt de victoire, n'est-ce pas, pour Paul Biya, du fait que les sécessionnistes ont été extradés. Je pense que ce qui constituerait une victoire pour lui, c'est la prise en compte des revendications de la partie anglophone camerounaise. Je vous assure que la question a été longtemps traitée avec légèreté par la partie francophone. Je vous assure que la volonté de ce qu'on appelle aujourd'hui sécessionniste n'était pas au départ, n'est-ce pas, de se retrancher, de créer un État indépendant, mais simplement de porter sur la place du débat public leurs revendications qui sont légitimes. Est-ce que vous savez par exemple qu'il y a un ensemble de textes institutionnels qui n'existent au Cameroun que dans la version francophone? Est-ce que vous savez que les magistrats
aux magistrats affectés dans la région anglophone ne manient pas l'anglais et rendent des verdicts en français. Est-ce que ça leur confère une certaine légitimité au point de penser qu'on doit régler la question anglophone au détriment d'un ensemble de préoccupations qui peuvent être celles des autres Camerounais d'ailleurs? Politiquement, la revendication, et politiquement, historiquement d'ailleurs, la revendication de la partie anglophone, je la trouve légitime. Ce qui est à regretter, c'est que le gouvernement camerounais n'est pas à la hauteur d'esprit de considérer l'ensemble de ces revendications et d'aboutir à des réponses fortes. Que faire maintenant pour amener la paix dans ces régions? Est-ce que le dialogue est possible maintenant que le séparatiste en chef est arrêté? Je voudrais mettre de l'eau dans le moulin du confrère qui dit des choses vraiment, et qui est vraiment dans le bon sens de l'histoire. Alors, il faut dire, tout à l'heure, je voulais faire un détour historique. Bon, je pensais que ça pouvait être long, mais je pense qu'il est important qu'on le fasse même pour la gouverne des téléspectateurs. Oui. Alors, je parlais tout à l'heure d'un héritage colonial. Alors, vous savez que c'est au lendemain, on peut le faire rapidement, c'est au lendemain de la Première Guerre mondiale, après, on va dire la défaite de l'Allemagne, en fait. Lorsque les Alliés, la victoire des Alliés, sur l'Allemagne, qui était la puissance coloniale du Cameroun. Alors, on décide donc de retirer toutes les colonies allemandes en Afrique, notamment le Cameroun, la Namibie ou le Togo. Et pour le cas du Cameroun, on place le Cameroun sous tutelle dont étaient deux puissances, à savoir la France et l'Angleterre. Alors, l'Angleterre avait déjà le Nigeria et voilà, on s'est contenté de lui donner, donc d'adjoindre les deux régions anglophones qui faisaient 44 000 km². Et donc l'autre partie, d'aujourd'hui constituée de 8 régions aux mains des Français. Oui. Alors, il se trouve donc au départ, le Cameroun était un État fédéral. Donc, ce sont deux entités qui ont fusionné après la conférence de 1961. Donc, ces deux entités ont fusionné avec, il faut le dire, avec un certain nombre de textes, des textes statutaires. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les deux entités qui devraient véritablement aujourd'hui constituer l'État du Cameroun. Mais il se trouve qu'avec le temps, il y a eu comme une volonté d'assimilation. Voilà pour l'histoire. Mais comment faire pour ramener la paix dans ces régions? Parce que le temps va vite. Donc les revendications ont commencé. Il a dit que les revendications étaient au départ des revendications essentiellement sectorielles ou professionnelles. C'était des corps de métier d'élite. Dans l'éducation, chez les magistrats. Les avocats, les magistrats. Par la suite, on est passé à la fédération et maintenant on est carrément à la sécession. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, et c'est impératif, il faut rapidement nouer un dialogue. Il faut un dialogue inclusif. On dialogue avec qui? Mais on dialogue avec la partie d'en face. La partie d'en face, même quand il y a eu ces chefs même quand il y a eu guerre qui sont déjà en prison. Non, même quand il y a eu guerre dans un pays, on finit toujours par s'asseoir autour d'une table pour dialoguer. Et il y a des leaders, mais c'est le gouvernement qui refuse aujourd'hui de dialoguer, parce qu'on a comme l'impression qu'on est dans une situation de pourrissement. Justement. Et le pourrissement, oui. c'est aujourd'hui, voilà la conséquence du pourrissement. La conséquence du pourrissement. Justement, les fuites d'audition des leaders de l'Ambazonie incarcérés évoquent des révélations troublantes sur les complicités avec certains ministres hauts gradés de l'armée et hommes d'affaires. Le serpent va-t-il se mordre la queue? On peut le penser. Oui, vous soulignez d'abord, vous gagneriez à souligner que cette tension, n'est-ce pas, s'exacerbe à quelques mois de la présidentielle. On va y arriver. On va y arriver. Présidentielle. Oui. Et vous gagnerez également à souligner qu'il s'agit quand même de 20%, n'est-ce pas, de la population camerounaise. Et je pense effectivement que, suivant le pourrissement dont fait allusion mon collègue, il est possible que le serpent se morde la queue. Si jamais, n'est-ce pas, la question n'est pas prise au sérieux. Parce que, effectivement, les complicités, elles vont, n'est-ce pas, permettre à ce que, de l'intérieur, n'est-ce pas, l'ennemi s'affaiblisse. Direction Paris, où nous retrouvons notre correspondant Luc Emailleux. Lui, bonsoir. Peut-être revenir avec vous sur les origines de cette crise anglophone du Cameroun, qui me semble être vieille de plusieurs années. Ce qui est aujourd'hui considéré comme la crise anglophone au Cameroun est une crise qui concerne deux régions administratives du Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest anglophone. Pour résumer la situation, en 1960, le Cameroun francophone devient indépendant. En 1961, un référendum est organisé dans le Northern Cameroun et le Southern Cameroun. La partie du Northern Cameroun rejoint le Nigeria et la partie du Southern Cameroun, qui constitue les deux régions actuelles du Cameroun, rejoint la partie francophone. Et donc l'État est fédéral, puis en 1972, un terme est mis à cet État fédéral qui est remplacé par la République unie du Cameroun.
Et en 1984, enfin, le Cameroun devient à nouveau la République du Cameroun tout court. Ce qui s'y passe sous la forme actuelle est une guerre, est une revendication qui est partie des enseignants et des avocats. Les enseignants n'étaient pas d'accord pour que leurs collègues francophones viennent enseigner l'anglais dans leur partie à leurs enfants. Et les avocats du barreau anglais n'étaient pas d'accord pour que le Cameroun ne contracte ses engagements internationaux qu'en français. Et donc, les leaders qui portaient ces revendications ont d'abord été emprisonnés. Plusieurs d'entre eux ont été emprisonnés. Une partie a été libérée. Et le mouvement s'est radicalisé. Il a pris la forme actuelle dans laquelle des militaires commencent à être égorgés. L'Internet a été interrompu dans ces deux régions du Cameroun pendant plus de 90 jours. Et là, aujourd'hui, une grande partie de l'état-major du Cameroun sécessionniste anglophone a été arrêtée au Nigeria, transférée au Cameroun. C'est donc quasiment un état de guerre de sécession qui a lieu aujourd'hui au Cameroun. Mais si on devait ramener ça à l'échelle internationale, des revendications identitaires comme celle-là ont lieu sur d'autres parties du continent africain. On le voit notamment avec le Sahara occidental au Maroc. On le voit également en Europe avec la crise catalane. Donc il n'y a vraiment rien d'original dans cette crise anglophone au Cameroun. Il s'agit d'une crise identitaire, mais une crise qui doit être résolue par une rencontre entre les différentes autorités camerounaises des deux bords, et la solution militaire, pour l'instant, n'a pas produit de fruits. Bon, la présidentielle camerounaise se tient certainement, comme vous l'avez dit, cette fin d'année avec une nouvelle et possible candidature de Paul Biya. Pensez-vous que la crise anglophone constituera un enjeu de cette élection, ou cette élection va-t-elle noyer la crise anglophone au profit d'autres préoccupations des Camerounais qui sont celles de l'accès aux services sociaux de base, d'une justice sociale et de la bonne gouvernance? On commence avec vous, Alain Georges Banasbek. Mais comment peut-on organiser une élection dans un pays qui est pratiquement au bord de la balkanisation? Parce que dans l'état actuel aujourd'hui, on ne peut pas, il est difficile qu'on organise vraiment des élections, surtout dans ces deux régions qui sont paralysées. L'économie. Donc, vous êtes pour la résolution de la crise anglophone avant les élections? Forcément. Alors, le temps que nous sommes déjà en février, l'élection en principe c'est au mois d'octobre. Hein, au mois d'octobre, alors d'ici 8 mois, est-ce qu'on sera sorti de l'auberge? Je ne sais pas, mais de toutes les façons, pour l'apaisement et pour la sérénité, parce qu'il n'y a pas que les élections, c'est une année électorale. Absolument. Il n'y a pas que l'élection présidentielle, il y a les élections municipales, législatives, même régionales. Donc c'est une année particulièrement chargée sur le plan politique en matière électorale. Donc on gagnerait à ramener la sérénité et la paix dans ces deux régions pour que ces élections se tiennent. Oui, Michel. Vu le laxisme des autorités camerounaises jusqu'à présent, il est à craindre, n'est-ce pas, que la tension, que la crise anglophone perturbe gravement les élections au Cameroun. On risquerait d'assister à des cas de boycott qui vont fragiliser davantage la démocratie au Cameroun, qui n'est pas déjà un exemple en Afrique et dans le monde. Donc, moi, je reste logique dans ma posture. Le président Biya aurait été un grand homme politique en reconsidérant, n'est-ce pas, les questions posées par la partie adverse et en faisant un enjeu de campagne politique électorale avec des promesses fortes. La crise anglophone s'aggrave au Cameroun. 25 militaires ont été tués en 3 mois et plus de 33 000 réfugiés ont fui vers le Nigeria. La répression de l'armée dans les deux régions anglophones, la crise anglophone prend une ampleur inquiétante au Cameroun. Très rapidement, nous allons tout de suite partir au Kenya. Quelques mois après la réélection d'Ohuru Kenyatta, suivi de son investiture à l'issue d'un scrutin marathon émaillé de plusieurs incidents regrettables. Son principal rival, Raila Odinga, finalement, comme annoncé plusieurs semaines auparavant, prêté serment. Il s'est autoproclamé président du peuple, à défaut de se dire président de la République. Pour les milliers de partisans rassemblés dans le parc Uhuru, au centre de Nairobi, c'est l'espoir d'une libération face à un gouvernement qu'ils considèrent comme illégitime. Beaucoup espèrent que le président prendra rapidement des mesures. Alors, Raila Odinga, président autoproclamé du peuple, faut-il en rire ou s'en inquiéter pour ce pays qui sort de plusieurs années de violence politique? Non, ce n'est pas une opportunité pour rire. C'est malheureusement un cas de plus, un cas de trop, n'est-ce pas, de la fragilité démocratique en Afrique. C'est malheureusement un cas qui révèle encore aux yeux du monde. Vous savez, on était à deux doigts de saluer le Kenya comme un exemple démocratique parce que de façon inédite, on a vu une Cour suprême invalider les résultats d'un candidat
d'un président sortant, mais malheureusement, quelques mois après, les démons, n'est-ce pas, ont refait surface. En matière de stratégie politique, lorsqu'il s'agit de l'opposition, ce qu'il faut chercher à savoir, ce sont les buts. Et ce n'est pas un fait anodin dans l'histoire politique de M. Ondinga qui, en 2007, après une élection violemment contestée, avait déjà contraint le pouvoir à un partage du pouvoir. Et il avait même taillé à sa mesure le poste de Premier ministre. Bon, là, nous sommes peut-être dans un contexte différent. Est-ce que la carrure, n'est-ce pas, de Kenyatta va se laisser influencer par la passion et l'élan d'Ondinga? Dans tous les cas, les statistiques, les jeux sont ouverts. Les jeux restent ouverts. C'était un banal acte ou une provocation qu'il faut prendre au sérieux? Qu'est-ce qu'il faut? C'est une provocation. Et puis, comme je vais utiliser l'expression, comme on dit, c'est une tempête dans un verre d'eau. Alors, nous avons tout de suite... Raila Odinga, comme on dit, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Mais Raila Odinga a raté, il a manqué le coche. Parce que lorsque la Cour suprême, et là mon confrère l'a dit tout à l'heure, la Cour suprême a invalidé l'élection. Pourquoi il s'est retiré au moment où il fallait qu'il affronte Uhuru Kenyatta le 26 octobre? Pourquoi il s'est retiré à la dernière minute alors que la Cour suprême lui avait donné raison? Et c'était ça l'erreur, stratégique. Nous allons tout de suite partir au Cameroun, retrouver Uriel Abarga, notre confrère gabonais actuellement en fin de formation, qui a suivi cette cérémonie de prestation de Raila Ondinga. Raila Ondinga a franchi la ligne rouge. Est-ce que le jeu en valait la chandelle? Je crois qu'il n'a pas votre grille de lecture. Nous allons l'écouter. Vous savez, Ismaël, malgré l'illégalité de la démarche de Raila Odinga, c'est un acte très fort qu'il vient de poser dans le paysage politique kényan en prêtant serment 3 mois après l'élection présidentielle de octobre 2017. Odinga est un vieux politicien kényan pleinement actif depuis l'époque de Daniel Arap Moi, donc je ne crois pas que sa démarche soit hasardeuse. Lorsqu'il a pris la décision de prêter serment, il savait exactement où il allait. Et la stratégie est simple. Elle est de faire réagir le pouvoir en place, elle est de faire réagir le régime de Uhuru Kenyatta. Et sur la première journée, il a réussi à le faire parce que TJ Kawan, qui coordonnait la cérémonie de prestation de serment, c'était un opposant, il a été arrêté. Plusieurs autres manifestants ont été arrêtés. C'est ça la stratégie en fait. Faire arrêter des opposants, mener des manifestations, faire des casses, appeler à la résistance, appeler à la désobéissance civile afin de faire le maximum de prisonniers politiques et arriver à un consensus comme en 2008. Parce que si vous vous souvenez, lors de l'élection présidentielle de 2007 et les mois qui ont suivi, Raila Odinga a contesté avec véhémence le résultat des urnes qui donnait Mwai Kibaki vainqueur de l'élection présidentielle. Et il s'en est suivi une répression sanglante et pour arriver en 2008 avec la médiation de Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, qui a réussi à mener les deux à tomber d'accord sur la composition d'un gouvernement d'union nationale dans lequel Raila Odinga était le Premier ministre de la République. Donc je crois que c'est quasiment la même démarche que Odinga veut faire cette fois-ci. Il a 73 ans. Il sera beaucoup plus âgé lors de l'élection présidentielle de 2022. Donc il n'a plus les garanties nécessaires sur sa vie parce que nous ne sommes pas Dieu, mais à 73 ans, on est plus proche de la tombe que de la naissance. Donc Raila Odinga, selon moi, est en train d'essayer de se positionner, essayer de trouver un dernier poste, un dernier barreau d'honneur avant de lâcher prise, avant de se tirer sa révérence. Voilà, pourvu que ça lui réussisse. On revient très rapidement sur ce plateau parce qu'on me fait signe du côté de la réalisation que le temps qui nous a été imparti est très court maintenant. Autant on dit des présidents en exercice qu'ils s'accrochent au pouvoir, autant il établit que leurs opposants acceptent difficilement de perdre une élection. Mais comment trancher ce débat des accros de la victoire? Oui, mais comment trancher ce débat? Le problème, ce sont les règles. Ce sont les règles électorales. La démocratie, dans plusieurs États en Afrique, on le sait, est encore balbutiante. Ça, il faut le dire. Aujourd'hui, c'est un problème de rapport de force. Comme on dit, c'est chaque État, hein, c'est la majorité qui, pour ainsi dire, se taille une loi électorale à sa mesure. Donc, si à la base, le jeu est vicié, le jeu est même, pour ainsi dire, les dés sont pipés, il est toujours difficile qu'il y ait contestation. Le problème, il faudrait que tous les acteurs politiques se mettent d'abord d'accord. Il faudrait que les règles du jeu soient claires. Qu'un consensus soit obtenu avant d'aller à une élection. Et il faudrait également que les oppositions travaillent dans ce sens. Parce qu'on ne peut pas passer le temps à contester. Pour revenir pour le cas de Raila Odinga, je dis qu'il a fait une erreur grave. Parce que la Cour suprême lui avait donné raison. Mais pourquoi à la dernière minute, il a permis à son adversaire de se frayer un boulevard?
Donc ça a été une erreur. Il aurait dû prendre part et contester par la suite cette élection. Oui, et cette question vous concerne également. Alors Michel Dongesto, que comprendre, c'est une situation qui a tendance à se généraliser en Afrique. Nos pays ont-ils de mauvais opposants ou de mauvais perdants face au pouvoir? Oui, les deux vont de pair, mauvais opposants donnent mauvais perdants, vice-versa. Je pense que pour revenir sur le cas de Raila Odinga, on peut lui reprocher, je comprends le collègue, d'avoir boycotté un second tour que certains estimaient, enfin une seconde élection que certains estimaient à sa faveur. Mais on ne peut pas lui reprocher de contester la légitimité, n'est-ce pas, de son adversaire, Kenyatta. Et comme vous le savez, le processus électoral au Kenya depuis des décennies est entaché d'irrégularités. C'est une question qui a été longuement soulevée. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les mêmes causes produisant les mêmes effets avec les mêmes acteurs, nous sommes dans une logique de pourrissement démocratique, non seulement au Kenya, mais à peu près partout en Afrique. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Ainsi se referme cette émission. À très bientôt sur Gabon 24.